Bonjour, je suis le docteur David Magalon, je suis praticien hospitalier et addictologue dans le service du professeur Lançon à Marseille et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo introductive sur le jeu pathologique. Les objectifs de ce cours sont de savoir identifier un joueur pathologique, de connaître les principales comorbidités associées au jeu pathologique, de connaître les caractéristiques structurelles des différents jeux de hasard et d'argent, et de connaître les stratégies de prise en charge du jeu pathologique. Le plan se décompose de la manière suivante. En première partie, les aspects cliniques, puis les aspects épidémiologiques, les troubles psychiatriques, le fonctionnement d'un jeu de hasard et d'argent, l'impact d'Internet sur les conduites de jeu, les stratégies de prise en charge, les particularités cognitives du jeu pathologique sont particulièrement importantes, les traitements pharmacologiques possibles, qui sont essentiellement un traitement en fonction des comorbidités psychiatriques, et les différents modèles explicatifs. Je souligne simplement que toutes les parties ne seront peut-être pas abordées dans ce diaporama, puisque certaines parties seront sous-traitées lors du TD. Au niveau des aspects cliniques, eh bien, le jeu pathologique est l'addiction comportementale la mieux connue. Elle a été médicalisée en 1980 dans le DSM-3. Elle a longtemps été classée dans le trouble du contrôle des impulsions non classé ailleurs. Elle était aux côtés, c'est une addiction du coup qui était aux côtés du trouble explosif intermittent, de la kleptomanie, de la pyromanie, de la trichotillomanie. Et puis, au fur et à mesure de l'apport de connaissances sur les addictions comportementales, on a rangé dans cette catégorie, dans les troubles du contrôle des impulsions non spécifiées, les addictions aux jeux vidéo, les addictions au sport, les addictions au travail, les achats compulsifs, enfin toutes les addictions comportementales qu'on identifiait progressivement. Alors, le trouble du contrôle des impulsions, c'était une catégorie qui était dont le moteur en fait comportemental était le plaisir, la gratification, le soulagement qu'apportait un acte impulsif. Or, on s'est rendu compte progressivement que dans le jeu pathologique et dans les addictions comportementales, l'acte impulsif n'était pas forcément toujours le moteur et qu'il pouvait y avoir des phénomènes compulsifs qui étaient sous-tendus par des phénomènes anxieux. Donc c'était une catégorie qui progressivement ne correspondait plus à ce qu'on observait en clinique. Actuellement, le jeu pathologique est catégorisé dans le DSM-5 dans la catégorie des addictions. C'est la seule addiction comportementale que l'on catégorise dans les addictions. C'est une pratique inadaptée et persistante, répétée du jeu, entraînant des troubles significatifs cliniquement, comme en témoignent 4 ou plus des symptômes suivants sur une période de 12 mois. Donc on a besoin de jouer des sommes croissantes pour atteindre l'état d'excitation désiré. On peut ressentir de l'agitation ou de l'irritabilité lors des tentatives de réduction ou d'arrêt de la pratique de jeu. On peut faire des efforts répétés mais infructueux pour contrôler, réduire ou arrêter la pratique du jeu. On est souvent préoccupé par le jeu, donc ça peut être des préoccupations par la remémoration d'expériences de jeux passés, par la prévision de tentatives prochaines ou par les moyens de se procurer de l'argent pour jouer. On peut jouer lors d'un sentiment de détresse, comme de la culpabilité, de l'anxiété, de la dépression. Un critère qui est caractéristique de l'addiction au jeu d'argent, mais c'est une fois que j'ai perdu de l'argent au jeu, je vais retourner souvent jouer un autre jour pour recouvrir mes pertes, pour me refaire, to chase en anglais. Je vais mentir pour dissimuler l'ampleur réelle de mes habitudes de jeu. Je peux mettre en danger ou perdre une relation affective importante ou un emploi ou des possibilités d'études à cause du jeu. Et je compte sur les autres pour obtenir de l'argent et me sortir d'une situation financière désespérée due au jeu. Attention à ce critère, puisque souvent on peut recevoir des joueurs accompagnés de l'entourage et que je pense qu'une des premières choses à faire, bon, voilà, c'est effectivement c'est de pas de mettre les gens à la rue, mais c'est d'essayer de faire comprendre à la famille qu'il faut arrêter d'auto-alimenter en fait la conduite addictive par le remboursement des dettes. Dernier critère, la pratique n'est pas mieux expliquée par un épisode maniaque, donc attention, le jeu pathologique et le trouble bipolaire ne sont pas exclusifs l'un de l'autre, on peut tout à fait avoir un patient bipolaire qui souffre d'addiction au jeu de hasard et d'argent. Il faut simplement essayer de repérer si les phases de jeu surviennent exclusivement pendant des phases maniaques ou pas.
Donc, point important par rapport à la recatégorisation dans le DSM-5, c'est recatégorisé dans les addictions. Il y a maintenant un index de sévérité. À 4 ou 5 critères, on a une intensité légère. À 6 ou 7 critères, on a une intensité moyenne du problème de jeu. Et à 8 ou 9 critères, on a une intensité grave. On peut avoir une forme de jeu qui va être occasionnelle, intermittente ou continue. Et on différencie aussi les rémissions précoces, qui sont entre 3 mois et 12 mois, et les rémissions prolongées. C'est un critère qui est très intéressant parce que souvent, les patients viennent consulter au moment où ils ont eu beaucoup de soucis par rapport au jeu. Et donc, ils ont mécaniquement, par rapport à ces difficultés temporaires, arrêté de jouer, mais ils ne sont même pas encore rentrés dans la période de rémission de rémission précoce, au moment où ils viennent consulter. Donc, pas, en gros, c'est pour dire, c'est pas parce que les gens ont arrêté de jouer qu'ils sont guéris. Concernant la trajectoire du joueur pathologique, donc ce sont des choses qui sont décrites depuis très longtemps. Généralement, une phase de gain qui est vécue positivement. C'est une phase de rencontre avec le jeu. Le joueur va avoir des gains, ce que j'appelle des gros gains relatifs, puisque s'il commence assez précocement, par rapport, voilà, il va gagner des petites sommes. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que l'idée que l'on peut gagner facilement de l'argent grâce au jeu va commencer à germer dans l'esprit du joueur. Du coup, il va jouer de plus en plus régulièrement, et là, il rentre dans la phase de perte. Donc, pendant la phase de perte, en fait, le joueur est confronté aux caractéristiques structurelles intrinsèques d'un jeu, c'est-à-dire que la plupart des jeux auxquels il va s'adonner ne permettent pas de lui faire gagner de l'argent, et progressivement, il va sortir à une logique implacable, c'est que ces jeux redonnent moins que ce que l'on y met dedans. Donc, en jouant très régulièrement, le patient se met à perdre très régulièrement. Au début, il joue l'argent de son budget, puis il va jouer ses économies personnelles, il peut s'endetter auprès des banques, auprès de structures de prêts, comme Sofinco, ou des choses comme ça. Il multiplie les prêts, il peut multiplier les prêts à l'entourage, et à un moment donné, il est coincé, et on le retrouve dans la phase de désespoir, où généralement les patients viennent consulter à cette période-là. C'est une évolution qui était décrite sur 10 ou 20 années, qui s'est considérablement accélérée avec l'arrivée des machines à sous dans les casinos, puis l'arrivée d'Internet qui ont modifié considérablement, en fait, de manière différente, les caractéristiques structurelles des jeux, c'est-à-dire l'accessibilité et la fréquence de jeu. Les joueurs pathologiques, c'est une population silencieuse. C'est pas écrit sur la tête des gens qu'ils jouent. Ils peuvent très bien masquer ces comportements pendant très longtemps. C'est pas comme quand on consomme une substance où on peut voir par les pupilles, par la réactivité par l'état d'ébriété d'un patient qu'il boit ou qu'il fume. Voilà. Les joueurs, ça se voit pas. Donc c'est une population silencieuse. C'est une population qui est peu visible, qui consultent très rarement, environ 3% des joueurs pathologiques, et qui consultent tardivement. Généralement, au moment où le problème de jeu est bien ancré et où il est responsable de complications importantes. Au niveau épidémiologique, on n'avait pas du tout d'études épidémiologiques avant le baromètre santé de l'INPES en 2010. Donc le profil d'un joueur actif. Un joueur actif, c'est quoi? C'est un joueur qui joue au moins une fois par semaine ou plus de 500 € dans l'année. L'âge moyen, c'est 45 ans. La fréquence du jeu augmente. Plus la fréquence du jeu augmente et plus la part des personnes diplômées diminue. On estime grâce à cette étude que la part des joueurs problématiques ou à risque, c'est-à-dire qui étaient entre 2 et 4 critères selon le DSM-4, grosso modo, est de 0,9%. Ça représente 400 000 personnes en population générale. Et la proportion de joueurs pathologiques ou problématiques, donc ceux qui avaient 5 ou plus critères diagnostiques au DSM-4, c'est 0,4% de la population générale, soit 200 000 personnes. Donc en gros, ça représente au total 600 000 joueurs pathologiques ou problématiques qui pourraient bénéficier d'une prise en charge. Cette prévalence, elle augmente en population psychiatrique. Elle augmente en population addictive et elle augmente aussi chez les adolescents. Au niveau des troubles psychiatriques associés au jeu, on retrouve d'environ chez un patient sur 2 un trouble de l'humeur, qui peut être un trouble dépressif récurrent ou un trouble bipolaire. Des tentatives de suicide qui peuvent être très fréquentes, surtout en début de prise en charge.
hein, enfin, en tout cas beaucoup d'idées suicidaires quand les patients sont en phase de désespoir. Pareil, à peu près un patient sur deux peut avoir un trouble anxieux. Les troubles liés à l'abus de substances dans 75% des cas, avec une prédominance pour le tabac. Et chez les schizophrènes, une prévalence de 4%. Il est important de noter que les études qui travaillent sur les comorbidités psychiatriques se sont aussi intéressées en fait à la temporalité entre l'apparition du jeu pathologique et du trouble psychiatrique et qu'on retrouve que à peu près dans 75% des cas, c'est le trouble psychiatrique qui précède l'apparition du jeu pathologique. Cette donnée est extrêmement importante parce qu'elle sous-tend la prise en charge des addictions comportementales. C'est que dans les addictions comportementales, on va avoir tendance à traiter de manière conjointe le trouble addictif et le trouble psychiatrique et on va axer l'évaluation du patient au départ sur les évaluations addictologiques, mais sur les évaluations psychiatriques aussi pour ne pas retarder le traitement psychiatrique. Alors, comment fonctionne un jeu de hasard et d'argent? Eh bien, il existe différentes formes de jeux légalisées en France, les jeux de casino, roulette, blackjack, machine à sous, poker, les jeux de la Française des Jeux, qui regroupent les jeux de grattage, le cash, qui a beaucoup de succès, le rapido, l'amigo, le loto, l'euro-million, le PMU avec le tiercé, le quarté, le quintet, le 2 sur 4, tout ce qui est point course, les cercles de jeux, essentiellement parisiens avec le poker et le rami poker, et toutes ces formes de jeux sont reprises sur Internet. Alors, qu'est-ce qui fait la dangerosité d'un jeu? L'addictogénicité d'un jeu, c'est quand la fréquence de l'événement est élevée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus on va avoir de tirages, en fait, et plus on a de chances que le jeu rende dépendant. Il y a très peu de gens qui sont dépendants, par exemple, au loto ou à l'euro-million, parce que le nombre de tirages est limité, et aussi que, la réponse n'est pas instantanée, comme on peut l'avoir dans des jeux comme le rapido, ou dans les machines à sous, ou dans le poker. Voilà. Au niveau d'Internet, Internet a considérablement modifié les conduites de jeu. Donc, selon Griffiths, en 2002, les facteurs influençant les conduites de jeu, ce sont les caractéristiques individuelles d'un patient, c'est assez standard, c'est sa prédisposition biologique, génétique, sa personnalité, ses croyances. Ça va aussi être les caractéristiques situationnelles, c'est-à-dire est-ce qu'on a le droit de faire de la publicité, quelle est la facilité d'accès, le nombre de machines à sous dans une région, est-ce que des micro-caractéristiques, comme est-ce que je peux avoir accès à des alcoolisations, à du tabac, à de l'argent facilement. On a vu une métamorphose, par exemple, dans les casinos, où on peut carrément jouer directement maintenant avec sa carte bleue dans les machines à sous. Et puis, il y a des caractéristiques qui vont être intrinsèques au jeu, c'est ce qu'on appelle les caractéristiques structurelles. Ce sont des caractéristiques qui font qu'un comportement est maintenu sur la durée. Donc Internet a modifié considérablement à la fois les caractéristiques structurelles et situationnelles des jeux de hasard et d'argent, et cela favorise en fait le premier contact avec les jeux de hasard et d'argent, mais aussi le maintien et le développement des conduites de jeux pathologiques. Alors si on recense rapidement ces caractéristiques, eh bien le jeu est beaucoup plus accessible, il est peu coûteux en énergie, mais il est aussi moins coûteux pour pouvoir s'initier. Si vous allez sur une table de poker dans un casino, il va falloir jouer 100, 200 euros, et encore, vous serez peu doté par rapport aux joueurs qui seront en face de vous. Alors que si vous allez sur Internet, avec 1 euro, vous pouvez tout à fait jouer pendant des heures et avoir une initiation qui vous coûtera peu d'argent. Il y a un anonymat qui favorise la prise de risque. C'est confortable, je peux m'installer dans mon salon en caleçon devant mon ordinateur et m'ouvrir une table de poker. Je peux fumer, je peux boire, je peux manger, je peux faire une pause quand j'ai envie. Voilà. Les fréquences des événements peuvent être démultipliées au poker. Quand vous allez dans un casino, vous jouez sur une table à la fois. Grosso modo, vous allez jouer 15 mains de l'heure. Sur Internet, vous pouvez facilement monter à 40, 50, 60 mains de l'heure. Et puis, vous pouvez jouer plusieurs tables à la fois. 2, 3, 4. Il y a des gens qui arrivent à jouer jusqu'à 40 tables d'un coup. Donc, ils réfléchissent très très vite. Mais tout ça, si vous êtes un joueur gagnant, c'est bien. Si vous êtes un joueur qui est perdant, vous allez perdre 10 fois, 20 fois, 30, 40 fois plus vite que votre mise. Il y a la possibilité d'avoir des simulations, c'est-à-dire qu'on peut vous permettre de jouer gratuitement à des jeux. Excusez-moi.
et de vous entraîner avant de passer, en fait, de vous habituer en fait au code couleur, en fait, à la manière dont fonctionne le site, et puis à un moment donné, progressivement, vous aurez probablement envie de mettre un petit peu d'argent sur ce site. Et Internet renforce le côté asocial du jeu, c'est-à-dire que même les gens qui vont jouer en point de vente, etc., en fait, sont très isolés par rapport à leurs problèmes de jeu. Concernant la prise en charge du jeu pathologique, c'est une diapo qui fait référence à l'introduction que je vous ai faite sur les addictions comportementales. On va avoir une triple évaluation, une évaluation des conduites de jeu avec le stade motivationnel, des possibilités de stratégies d'entretien motivationnel, des thérapies cognitivo-comportementales centrées sur le jeu, éventuellement des stratégies de prévention de la rechute. Au niveau psychiatrique et addictologique, on va évaluer et traiter les comorbidités et éventuellement orienter le patient vers une prise en charge spécialisée. Très souvent, c'est la comorbidité qui guide l'hospitalisation et le traitement psychiatrique, pharmacologique que l'on va prescrire. Une évaluation sociale très importante qui doit être faite tout de suite à la première consultation pour savoir où en est le patient et pour savoir si on a besoin de mettre en place une prise en charge sociale avec, par exemple, la possibilité de mettre en place un plan de surendettement, des mesures de protection des biens chez les patients les plus vulnérables, mais pas que eux, hein, donc je pense aux patients schizophrènes généralement, des interdictions de jeux, hein, de casinos, mais aussi d'accès aux jeux sur Internet, ou des interdictions de cartes de crédit, de chéquier à mettre en place avec la banque ou avec l'entourage. Alors, les principales différences par rapport aux substances, c'est qu'il y a moins de problèmes somatiques, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui va prendre moins de place dans la consultation, l'évaluation des problèmes somatiques. Il y a beaucoup moins d'hospitalisation, hein, ce sont des traitements qui sont essentiellement ambulatoires. En revanche, on a beaucoup de problèmes sociaux, notamment d'endettement, qui vont nécessiter des prises en charge sociales particulières. Donc on en arrive aux particularités sociales, on évalue les sources de revenus, on peut évaluer les dettes, est-ce que c'est des dettes aux amis, à la famille, est-ce que c'est des dettes à des organismes de crédit. On va évaluer si le patient est marié, sous quel régime il est marié, s'il a le régime de la communauté, son conjoint va être aussi responsable de ses dettes. Est-ce qu'il est propriétaire ou pas? Ça va conditionner la possibilité de faire un dossier de surendettement, puisque pour faire un dossier de surendettement, il faut bien sûr ne pas être propriétaire, sinon la Banque de France va estimer qu'il faut vendre son bien pour rembourser ses dettes avant de mettre en place un dossier de surendettement. Donc on peut mettre en place le dossier de surendettement, on peut mettre en place des mesures de protection des biens, notamment une curatelle renforcée en fonction des troubles psychiatriques associés. Et puis on peut mettre en place des interdictions de jeu, donc des interdictions de jeu en ligne, hein, sur les sites du PMU, des paris sportifs, de la Française des Jeux. On peut s'auto-limiter, donc c'est à l'intérieur d'un même site. Mais on peut aussi décider de s'exclure nationalement en faisant une démarche auprès des renseignements généraux ou de l'évêché près de Marseille, qui va accélérer la procédure. Et là, je serai interdit à la fois dans les casinos et à la fois dans les jeux en ligne. Au niveau des particularités cognitives, deux grandes particularités cognitives. Il va falloir travailler sur la motivation des patients, ça c'est caractéristique à toutes les addictions, qu'elles soient comportementales ou aux substances. Et puis la caractéristique vraiment des jeux et d'argent, c'est des pensées erronées très caractéristiques sur lesquelles on peut travailler. Ça ne sera pas, on ne peut pas travailler que là-dessus avec le patient, hein. Il faut vraiment travailler à la fois sur le côté psychiatrique et psychologique, mais c'est quelque chose qu'on ne pourra pas éviter à un moment donné avec le patient. Donc au niveau de la motivation, l'objectif c'est d'augmenter d'abord la motivation du patient. Hein, pour ça, il va falloir définir le stade motivationnel du patient et adapter sa prise en charge en fonction du stade dans lequel se trouve le patient. Si le patient est au stade de pré-contemplation ou de contemplation, c'est une partie qui fera l'objet probablement d'un cours spécifique, mais si le patient n'est pas conscient qu'il a des problèmes de jeu ou qu'il est très ambivalent par rapport à ses conduites de jeu, c'est-à-dire qu'il pense qu'il faudrait qu'il s'arrête et en même temps il aime bien continuer à jouer, à ce moment-là, il va falloir travailler d'un point de vue psychologique essentiellement pour augmenter, accroître la motivation du patient. Si le patient est déjà rentré dans une phase qui est plus thérapeutique, c'est-à-dire qu'il est déjà très motivé, qu'il a mis en place des choses,
on va travailler un peu différemment, on va sauter en fait le stade d'augmentation de la motivation et on va mettre en place des actions thérapeutiques. Souvent, voilà, il y a quelques patients qui viennent pour avoir des techniques, des aides pour essayer de maintenir un arrêt. On peut travailler aussi sur les stratégies de prévention des récidives. Aux deux stades, qu'ils soient motivationnels ou thérapeutiques, on va prendre en charge les comorbidités psychiatriques. Alors, quelle est la motivation du joueur à jouer? La principale motivation d'un joueur, c'est toujours gagner de l'argent. Le problème, c'est que les jeux de hasard et d'argent sont conçus de telle sorte que les sommes misées seront toujours supérieures à long terme sur les gains perçus par le joueur. Donc il y a une incohérence entre le fait qu'on propose aux joueurs des jeux pour lesquels ils n'ont aucune chance de gagner s'ils jouent régulièrement et le fait que le joueur pense que lui, il peut gagner. C'est la douceur qui a travaillé là-dessus et qui a arrivé à concilier ces deux positions contradictoires en postulant que les pensées automatiques du joueur renforcent sa conviction qu'il peut gagner en dépit d'une réelle impossibilité à long terme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, au niveau de certains concepts fondamentaux, le joueur a la conviction de gagner. Et cette conviction de gagner, en fait, elle est sous-tendue par la tendance à prédire que va avoir le joueur. Il a une mauvaise compréhension de l'indépendance des tours, il a une mauvaise compréhension du contrôle qu'il peut avoir dans le jeu, on parle d'illusion de contrôle, et puis il peut aussi avoir des pensées superstitieuses. Donc c'est ce qu'il se passe, c'est qu'il va y avoir confusion, en fait, entre un jeu d'adresse et un jeu de hasard, sur lequel je ne peux pas prédire mon résultat, alors que dans un jeu d'adresse, en grosso modo, plus je vais pratiquer ce jeu, plus normalement je dois m'améliorer. Les principales cognitions erronées sont l'illusion du contrôle, le non-respect de l'indépendance des tours, les pensées superstitieuses, les near win ou les near miss, c'est-à-dire les gagnés de peu ou les perdus de peu, qui peuvent renforcer beaucoup le comportement de jeu. Et puis le cas des jeux de semi-hasard et le poker dans lequel le joueur peut penser qu'il a une part de contrôle importante dans le jeu, voire un fort contrôle dans le poker. Tous ces éléments-là seront traités en TD ou dans un cours fait par Julie Marchand qui exposera les principales cognitions erronées chez le joueur. Alors, il existe plusieurs modèles explicatifs de typologie de joueurs. Le modèle le plus important, celui qui a permis quand même d'arriver à envisager en fonction du patient qu'on reçoit une stratégie thérapeutique, c'est le modèle de Blazinski et Nover en 2002, dans lequel on retrouve trois types de joueurs. Des joueurs qui vont essentiellement être conditionnés par rapport à leurs problèmes de jeu. Donc grosso modo, ils ont une accessibilité au jeu, ils se mettent en place des mécanismes classiques de conditionnement opérants, le joueur s'habitue à jouer, il développe des problèmes de jeu pathologiques, et c'est des patients qui vont être très sensibles en fait aux stratégies de thérapie cognitive et comportementale qu'on peut proposer dans les addictions en général, et puis sur les pensées erronées en situation de jeu. Ensuite, il y a un deuxième type de joueurs pour lesquels on va retrouver à peu près les mêmes facteurs en rouge, l'accessibilité, le conditionnement, l'habitude, et puis le développement du problème de jeu, mais aussi qui ont une vulnérabilité biologique, émotionnelle, des caractéristiques individuelles propres, qui font qu'ils peuvent développer des problèmes de dépression, d'anxiété, voilà. Et ces patients-là vont devoir bénéficier d'une prise en charge à la fois psychologique, mais aussi pharmacologique, et c'est ces patients-là qu'on va essayer de dépister et de repérer et de traiter les comorbidités psychiatriques. Le type 3, donc c'est un modèle de 2002, c'était les patients impulsifs. Blazinski et Nover les appelaient les antisocial impulsivistes. Donc pour eux, ils disaient dans l'article, c'était très intéressant, que c'était des patients qui étaient très difficiles, voire impossibles à traiter, quel que soit le traitement. C'est des patients qui souvent venaient un peu contraints et forcés. Maintenant, on en connaît un petit peu plus sur les addictions. On a beaucoup développé la reconnaissance de l'hyperactivité et l'éventuel traitement. Et c'est vrai que c'est des patients, c'est vrai que c'est pas évident de les maintenir dans la file active, mais en tout cas, on peut leur proposer quand même beaucoup plus de choses qu'il y a une quinzaine d'années. Deuxième modèle, c'est le modèle de Yankou
mes collaborateurs en 2008. Alors pour eux, il y a les impulsifs, 10 à 15% de leur population de joueurs, hein, des adultes, jeunes, masculins, avec des symptômes très sévères, des cravings importants, des pensées liées au jeu très fortes, et au niveau des comorbidités, des troubles du contrôle des impulsions, de l'hyperactivité et des dépendances à la drogue et aux autres substances. Un modèle obsessionnel compulsif, 20-25% des cas, assez caractéristique, hein, qu'on retrouve chez la prédominance féminine, avec un début plus tardif, vers 40 ans, des symptômes de jeu moins sévères, moins de comorbidité aux abus de substances, mais plus de troubles anxieux, de troubles dépressifs, avec une très bonne sensibilité aux antidépresseurs. Et des troubles addictifs, dans 50 à 60% des cas, avec des symptômes moins sévères, des pertes moins importantes, mais des comorbidités importantes à d'autres produits, notamment l'alcool. Alors, ce qui est intéressant dans le modèle de Yankou, que je ne développerai pas là, mais c'est que eux proposent, en fonction du sous-type de joueur, des stratégies de traitement particuliers. On en rediscutera pendant le TD, parce que c'est un modèle que je pense qui est incomplet, et qu'en fait, les deux modèles se complètent l'un l'autre. On essaiera de faire la fusion ensemble. Alors en conclusion, bien, le jeu pathologique fait référence aux addictions aux jeux de hasard et d'argent. Attention, hein, ça ne fait pas du tout référence à l'addiction aux jeux vidéo. Le jeu pathologique est la seule addiction comportementale actuellement catégorisée dans les addictions. La prise en charge du jeu pathologique nécessite la même approche que lors d'une addiction aux substances, c'est-à-dire évaluation addictologique, psychiatrique, psychologique et sociale. Il existe peu de comorbidités somatiques dans les problèmes de jeu. Les comorbidités psychiatriques sont la règle, et le traitement pharmacologique est guidé par la comorbidité psychiatrique. Une intervention psychologique centrée sur les cognitions erronées est souvent nécessaire, en plus de la prise en charge cognitive classique des conduites addictives. Au niveau bibliographique, si vous voulez aller plus loin, voilà quelques références. Et je vous remercie de votre attention.